Il existe une forme d'invisibilité qui ressemble, vue de l'extérieur, à de la sécurité. Pendant 22 heures, j'avais lavé la peau de verre d'une tour qui ne connaissait pas mon nom. Et j'avais commencé à croire que c'était une sorte de bénédiction. Mon dos avait épousé la forme du chariot que je poussais. Mes genoux se souvenaient de chaque cage d'escalier que l'ascenseur de service sautait. Mes mains, à l'intérieur de leurs gants bleus bon marché, avaient dépassé le stade de la douleur pour atteindre cette zone silencieuse et engourdie où le corps consent enfin à ne plus rien demander. Je me disais, comme je me le disais toujours dans les pires nuits, que ne pas être vu était un cadeau. Je me suis répété cela jusqu'au moment où je me suis assis sur un canapé en cuir dans une salle de conférence vide au 43e étage de la tour Hyun, où j'ai fermé les yeux pour ce qui ne devait être qu'une respiration et où je me suis réveillé la joue contre le sternum de l'homme que le pays entier avait décidé d'oublier. Je m'appelle Ji-ho Sun, j'ai 31 ans. Je suis un oméga masculin, bien que presque personne qui m'ait jamais rencontré ne croie à cela, parce que je ne sens pas comme un oméga. Je ne sens rien du tout. Le mot clinique, quand on peut s'offrir un mot clinique, est anosmique aux odeurs et nul en odeur. Je ne peux pas sentir les autres ne peuvent pas me sentir. Dans un monde où la première question que le corps d'un inconnu pose à votre corps est « Qu'est-ce que tu es, mon corps, depuis mes 14 ans ?» répond par un silence poli et continu. Mes faux suppresseurs n'ont jamais rien supprimé. C'était un accessoire, un costume, une petite pilule orange qui permettait à un sous-traitant d'estampiller bêta sur un formulaire et de me tendre un balai. J'avais été bêta sur le papier pendant 11 ans. J'avais été rien dans l'air pendant 31 ans. La salle de conférence sentait, m'a-t-on dit plus tard, le cèdre qui s'assombrit au bord, comme un rut retenu si longtemps qu'il s'était retourné vers l'intérieur et avait commencé à manger les murs. Je ne le savais pas. Pour moi, ça sentait le désinfectant au citron et le café froid, parce que c'était les choses que j'avais ramenées sur mes manches. Le canapé était long et bas, et les coussins avaient un creux de la taille d'un homme qui n'avait pas dormi allongé depuis 14 mois. Je n'ai pas vu ce creux comme un creux, je l'ai vu comme une invitation. Je me suis assis, puis je me suis allongé, comme un corps s'allonge quand il a décidé, sans vous consulter, que la garde était terminée. Ma dernière pensée claire avant le sommeil fut que le cuir était frais contre mon visage et que personne dans cette tour, dans cette ville, dans cette vie ne me cherchait. Avant de plonger plus loin dans cette histoire, laissez-moi vous murmurer quelque chose. Si ce que vous lisez ici vous trouble agréablement, sachez qu'il existe une version de ce monde où plus rien n'est retenu, où chaque silence devient un cri, et que YouTube ne supporterait jamais. Pour celles et ceux qui veulent franchir cette porte, notre Patreon vous attend. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description. Min Kung-woo dormait assis depuis 421 nuits. J'ai appris ce chiffre plus tard par une médecin de garde qui le notait au dos d'un bloc d'ordonnance, parce que personne ne le lui avait demandé et qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. 421 nuits, durant lesquelles un alpha de 36 ans, directeur général, s'était plié contre l'accoudoir d'un canapé dans une salle de conférence qu'il avait transformée en cage, parce que sa propre chambre, 2 étages plus haut, sentait encore un essai clinique qu'il avait conçu lui-même, et que cet essai avait tué une femme nommée Ha Uni et envoyé 3 autres dans un service qui n'existait pas officiellement. Il dormait assis parce que s'allonger ressemblait à une permission, et il avait décidé dans le tribunal privé à l'intérieur de son crâne qu'il n'avait plus droit à rien. Il dormait en costume, il ne prenait pas les appels. Le conseil d'administration avait dit à la presse qu'il était en congé sabbatique. Le conseil s'était dit à lui-même qu'il était fini. Je ne savais rien de tout cela. Je savais seulement qu'à un moment, durant l'heure où je n'aurais pas dû être sur ce canapé, un poids s'était posé contre mon dos, plus chaud que le cuir et plus lourd qu'une couverture, et que mon corps endormi, qui avait passé 11 ans à tressaillir au moindre contact, n'avait pas tressailli. Un bras était venu autour de ma taille, comme un homme dans un sommeil profond cherche une rambarde dans le noir, sans intention, sans nom pour ce qu'il cherche. Un visage s'est pressé dans la couronne de mes cheveux, une respiration a ralenti sous mon oreille.
Un pouls qui battait comme une caisse claire depuis plus d'un an est descendu, battement après battement, dans quelque chose d'humain. J'ai continué à dormir. Lui aussi. La pièce qui retenait son souffle depuis 14 mois a expiré. La porte s'est ouverte à 4h12 du matin. Je connais l'heure parce que plus tard je l'ai vue tamponnée sur 7 images de surveillance différentes. Et plus tard encore, j'ai fixé ces images jusqu'à ce que les chiffres deviennent une sorte de prière. Le directeur O est entré le premier, parce que le directeur O entrait le premier partout. Derrière lui, le docteur Yoon, médecin de la garde de nuit, sa tablette serrée contre sa poitrine. Derrière elle, 2 hommes de la sécurité, dont on ne me demanderait jamais de retenir les visages. Ils étaient venus parce qu'une alarme de surveillance avait enfin enregistré un changement dans les constantes vitales du directeur général, et que le président du conseil attendait un changement, n'importe lequel, depuis plus d'1 an, parce que le changement était le levier qu'ils comptaient utiliser. Ils étaient venus s'attendant à le trouver pire. Ils l'ont trouvé endormi. Le bras autour d'un agent d'entretien dont l'uniforme indiquait « Bêta », dont le corps, surtout les capteurs de la pièce, n'enregistrait absolument rien. J'ai ouvert les yeux dans la lumière bleu-blanc d'une caméra et le visage d'un inconnu prenant la couleur du lait froid. Et j'ai compris, avant de comprendre quoi que ce soit d'autre, que je venais d'être vu pour la première fois de ma vie et qu'être vu dans cette tour n'allait pas être un cadeau. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Un bras m'entourait qui appartenait à un homme dont je n'avais lu le nom que sur un économiseur d'écran que l'équipe de jour avait oublié de changer. Et le bras n'était pas menaçant, mais il n'était pas lâche. Et mon premier instinct, l'instinct que 11 ans de manches de balai et de formulaires de sous-traitants avaient gravé en moi, fut de rester très immobile et très petit, et d'attendre qu'on me dise ce que j'avais fait de mal. Le directeur O était un homme compact d'une 60aine d'années, avec une épingle d'argent au revers en forme de feuille de lion, et des yeux qui avaient déjà terminé 3 conversations avant que sa bouche n'entame la première. Il m'a regardé comme on regarde une pièce à conviction, qui arrive plus tôt que le plan ne l'exigeait. Le docteur Yoon m'a regardé comme une médecin regarde un miracle qu'elle n'a pas le droit de nommer à voix haute. Un des hommes de la sécurité a commencé à lever un téléphone, et le directeur O, sans tourner la tête, a dit « Pas encore », et le téléphone est redescendu. Kung-woo s'est réveillé comme on se réveille d'une longue maladie par étapes, le corps avant l'esprit, le souffle avant les yeux. Je l'ai senti remonter à la surface contre mon dos. J'ai senti la seconde exacte où son bras s'est souvenu qu'il était un bras. Je l'ai senti enregistrer le long de ses côtes, une chaleur que son corps avait décidé dans son sommeil de garder. Il s'est raidi. Il ne s'est pas écarté. Il a inspiré sèchement, comme un homme qui inspire pour identifier une menace. Puis il a inspiré encore plus lentement, troublé, parce que l'air autour de moi ne lui donnait aucune des réponses que les poumons d'un alpha sont conçus pour recevoir. J'ai entendu sa voix pour la première fois, rauque par manque d'usage, juste au-dessus de mon oreille. Il a dit « Quoi ?» Juste ce mot, une question encore sans forme. Le directeur O a dit « Bonjour, monsieur le directeur général Min » sur le ton d'un homme qui répétait « bonjour » depuis 14 mois et à qui on offrait enfin une pièce où le dire. J'ai senti la main de Kang-woo se crisper une fois contre mon ventre, comme pour vérifier que j'étais réel, et puis, très précautionneusement, comme si j'étais quelque chose qu'il pouvait briser en bougeant mal, il s'est redressé m'entraînant avec lui. Le docteur Yoon traversait déjà la pièce, sa tablette tendue, les yeux humides. Elle a dit « Monsieur, votre pouls ». Elle n'a pas terminé la phrase. Elle n'avait pas besoin de la terminer. Kung-woo m'a regardé et je l'ai regardé, un inconnu avec des cernes assez profondes pour contenir de l'eau. Et la chose dans son visage n'était pas de la reconnaissance parce que comment aurait-elle pu l'être? Et ce n'était pas de la faim, parce qu'il n'y avait rien en moi à désirer, mais c'était quelque chose. Et personne dans ma vie ne m'avait jamais regardé avec quelque chose. Et mon corps, stupide, qui ne savait ni sentir la peur, ni le désir, ni la sécurité, s'est mis à trembler doucement. C'est le directeur O qui s'est repris le premier, parce que les hommes comme le directeur O se reprennent toujours en premier.
Il a souri. Le sourire n'allait nulle part. Il a dit « Eh bien ». Il a dit « Je vois que nous avons beaucoup de choses à discuter ». Il a dit « Ne bougez pas, je vous prie, ni l'un ni l'autre ». Et il l'a dit sur le ton d'un homme qui vient de comprendre que l'accident sur son canapé de salle de conférence n'est en fin de compte pas un accident, mais un cadeau qu'il n'avait pas commandé et auquel par conséquent il ne pouvait pas encore se fier. Le bras de Kang Wu était toujours autour de ma taille, il ne m'avait pas lâché. On allait me poser, dans les 5 minutes qui suivaient, un grand nombre de questions auxquelles j'avais passé toute ma vie d'adulte à apprendre à ne pas répondre. Et pour la première fois, avec le pouls d'un inconnu qui se calmait contre ma colonne vertébrale, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir mentir pour sortir de cette pièce. Pas sur le visa, pas sur les pilules, pas sur ce que j'étais, pas sur le fait que la seule chose que personne n'avait jamais voulu de moi était la seule chose qui venait d'une manière ou d'une autre de sauver la vie de l'homme derrière moi. Ils nous ont fait sortir séparément. Ce fut la première miséricorde et la première cruauté. Et j'ai pensé depuis que le directeur O avait compris les deux. Il a envoyé Kung Wu en haut avec le docteur Yun parce qu'un directeur général dont le pouls était enfin revenu dans les limites humaines était une ressource trop précieuse pour rester sans surveillance. Et il m'a envoyé au bout du couloir dans un petit bureau aux parois de verre avec une bouteille d'eau, une chaise et une seule caméra de surveillance qui clignotait son œil, rouge sur moi comme un animal patient. Je me suis assis, les mains à plat sur les cuisses, comme je m'étais assis dans chaque bureau de sous-traitant que j'avais jamais franchi, et j'ai attendu, parce que j'avais été dressé à attendre. La bouteille d'eau était posée sur le bureau, je n'y ai pas touché. Boire cette eau revenait à accepter une offre qu'on ne m'avait pas encore expliquée. À mon poignet, la montre en plastique bon marché que le sous-traitant fournissait disait 4h31 du matin. Mon service se terminait à 6h. Je me suis dit, avec la lucidité terrible que donne l'épuisement, que je n'allais probablement pas reprendre le travail à 6h et que ce qui viendrait ensuite serait payé comme tout avait toujours été payé dans ma vie, sur le maigre compte de mon corps. Le directeur O est entré à 4h46. Il ne s'est pas assis en face de moi. Il s'est assis à côté de moi, en biais comme un homme s'assoit quand il a décidé que la conversation sera une confidence plutôt qu'un interrogatoire. Il a posé un mince dossier sur le bureau et ne l'a pas ouvert. Il a dit « Monsieur Sun ». Il a dit mon nom doucement, comme s'il goûtait pour savoir si c'était un nom qu'il allait garder. Il a dit « Vous avez eu une nuit inhabituelle ». Je n'ai rien dit. Il a dit « Votre employeur est un sous-traitant ». Je le sais parce que je viens de leur parler, je n'ai rien dit. Il a dit « Vos suppresseurs ne sont pas de qualité pharmaceutique ». Je le sais parce que le docteur Yun me l'a dit. Il a marqué une pause. Il a dit « Et vous n'êtes pas, en réalité, un bêta ». Je le sais parce que les capteurs de cette pièce sont très chers et très complets et qu'ils m'ont raconté un grand nombre de choses. Vous avez passé longtemps à ne le dire à personne. J'ai senti la peau à l'arrière de ma nuque devenir froide, comme à mes 14 ans, quand ma mère a refermé ma première bouteille de fausses pilules dans ma paume et m'a chuchoté. Voilà ce que nous sommes maintenant. Voilà comment nous vivons. J'ai gardé les mains à plat. J'ai dit, aussi calmement que possible, « Que voulez-vous » Il a souri. Et cette fois, le sourire a fait une petite chose surprenante qui était de s'adoucir. Je pense maintenant que c'était le sourire d'un homme qui s'était attendu à un animal terrifié et à qui on tendait à la place un adulte très fatigué. Il a dit « Je veux très peu de choses, Monsieur Sun. Je veux que vous compreniez ce qui s'est passé dans cette pièce cette nuit, parce que je ne crois pas que vous le compreniez. » Il a tapoté le dossier une fois. Il a dit « Depuis 14 mois, l'homme contre la poitrine duquel vous avez dormi est en train de mourir au ralenti. L'essai qu'il a conçu pour aider des gens comme vous à tuer une femme nommée Hongyi et hospitaliser 3 autres, et l'odeur de son propre rut, porte depuis ce jour une signature qui déclenche ce que nous croyons être une cascade de choc neuronal chez tout Oméga qui partage une pièce avec lui plus de 12 minutes. Nous l'avons gardé en vie, à peine, en le gardant seul. Cette nuit, à 3h17, vous êtes entré dans cette salle de conférence. À 3h41, vous vous êtes endormi. À 3h49, il s'est assis à côté de vous,
ce qu'il n'a fait à côté d'aucun être humain depuis 421 nuits. À 3h53, pouce saoudé, son pouls est passé sous les 100 battements pour la première fois durant cette période. À 4h12, lorsque nous sommes entrés, il était à 72. Il a marqué une pause. Il a dit « Comprenez-vous ce que cela signifie ?» J'ai dit doucement « Non ». Il a dit « Cela signifie que vous êtes le seul oméga de ce pays qui peut se tenir à côté de lui sans mourir. Et je voudrais savoir, Monsieur Sun, si vous accepteriez de continuer à le faire. Je n'ai pas ri. Je le voulais. Il existe une sorte de rire qui vit profondément dans la poitrine des gens à qui on a répété toute leur vie que la chose qui ne va pas chez eux est la raison pour laquelle ils ne seront jamais choisis. Et lorsque le monde, enfin, se retourne et leur offre une chaise à une table, ce rire monte comme une toux. Je l'ai ravalé. J'ai dit « Je n'ai pas de papier ». Il a dit « Vous en aurez ». J'ai dit « J'ai un frère à Daegu qui dépend de ce que je lui envoie ». Il a dit « On s'occupera de lui ». J'ai dit « Le sous-traitant viendra me chercher ». Il a dit « Le sous-traitant ne viendra pas ». J'ai dit « Je ne sais pas être près de quelqu'un aussi longtemps. Je ne sais pas me tenir dans une pièce comme celle-là. Je ne suis pas ce que vous croyez que je suis. » Et il a dit doucement « Monsieur Sun, je sais exactement ce que vous êtes. C'est précisément pour cela que je vous le demande. » Il a glissé le dossier vers moi. Il a dit « Prenez la matinée. Mangez quelque chose. Le docteur Yoon vous verra. Il y a une chambre en haut où vous pourrez vous reposer. Nous parlerons à nouveau à midi. » Et Monsieur Sun, a-t-il dit à la porte, une main sur l'encadrement. Quand vous le rencontrerez vraiment, n'oubliez pas, je vous prie, qu'il n'a pas été touché par un autre être humain éveillé depuis plus d'1 an. Lui non plus ne saura pas comment s'y prendre. La chambre où ils m'ont conduit était au 39e étage. Il y avait un lit au drap blanc qu'on avait changé ce matin-là pour quelqu'un d'autre et qui n'avait jamais été utilisé, et une fenêtre qui donnait sur la rivière de la couleur d'une ecchymose en train de guérir, et un petit plateau laqué sur le bureau avec du gruau de riz, du radis mariné et une tasse d'orge encore fumante. Je suis resté longtemps sur le seuil avant que mes pieds acceptent de me porter à travers. Je n'avais pas mangé un repas chaud cuisiné par les mains d'une autre personne depuis 4 ans. Je n'avais pas dormi dans un lit aussi large depuis mes 19 ans. Je me suis assis au bord du matelas et je n'ai pas pleuré parce que pleurer était une chose que je m'étais appris à ne pas faire dans des pièces avec caméra. Mais j'ai pressé la paume de ma main contre ma bouche et j'ai respiré à travers mes doigts jusqu'à ce que les tremblements s'arrêtent. Et j'ai pensé, avec une sorte d'étonnement plat, que là-haut, 2 étages au-dessus de moi, il y avait un homme dont la vie venait d'être sauvée par la chose même en moi qui avait fait de ma vie pendant 31 ans une porte verrouillée. J'ai pensé, je ne connais pas encore son visage. J'ai pensé, je ne connais pas sa voix au-delà d'un seul mot. J'ai pensé, je ne sais pas si je serais capable de m'asseoir à côté de lui dans une pièce éclairée sans que mes mains me trahissent, mon trahisse. Et puis, parce que l'épuisement est miséricordieux quand il choisit de l'être, je me suis allongé sur les draps blancs avec mon uniforme encore sur le dos, et je me suis endormi. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je dormais allongé dans un lit, dans une pièce où quelqu'un avait laissé de la nourriture pour moi. Et la dernière chose que j'ai pensée avant que l'obscurité ne vienne, c'est que, quoi que ce soit, ce n'était pas encore sûr, mais que, pour la première fois, ce n'était pas rien. Je l'ai rencontrée officiellement à 13h. Le docteur Yoon m'a conduit elle-même. Elle n'a pas tenté de remplir l'ascenseur de paroles. Elle a dit seulement une fois doucement « Il n'est pas ce que la presse a fait de lui ». Et puis, alors que les portes s'ouvraient au 45e étage, elle a dit « Et vous non plus ». Alors souvenez-vous-en quand il l'oubliera. Le bureau au bout du couloir avait des baies vitrées du sol au plafond et presque pas de meubles, parce qu'un homme enfermé dans une pièce pendant 1 an finit par pousser les meubles contre les murs. Il y avait un bureau. Il y avait le canapé remonté de la salle de conférence. Parce que le directeur O avait apparemment décidé que ce qui avait fonctionné une fois pouvait peut-être fonctionner à nouveau. Et il y avait Min Kong-woo, debout, le dos à la porte, les mains à plat sur la vitre, regardant une ville qui avait passé l'année écoulée à faire semblant qu'il n'existait plus. Il avait changé de costume.
Ses cheveux étaient humides aux pointes. Quand il s'est retourné, j'ai compris pour la première fois que les photographies que j'avais vues sur un économiseur d'écran dataient toutes d'avant. L'homme devant moi était plus mince. Les ombres que j'avais vues de près à 4 heures du matin n'avaient pas disparu à la lumière du jour. Elles s'étaient seulement retirées dans une partie plus profonde de son visage. Ses yeux étaient de la couleur de l'ardoise mouillée. Il m'a regardé comme un homme regarde une porte qu'on lui avait dit peinte sur un mur et qu'il vient de découvrir qu'elle s'ouvre. Il a dit « Monsieur Sun ». Sa voix, sans sommeil dedans, était plus basse que je ne m'y étais attendu, et prudente, comme s'il pesait chaque mot avant de le laisser partir. Je me suis incliné. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Il a dit « Ne vous inclinez pas, je vous en prie ». Puis, après une pause, « Asseyez-vous, je vous prie ». Je me suis assis à l'extrémité du canapé la plus éloignée du creux que son corps avait laissé, parce que m'asseoir dans son creux ressemblait à une intrusion d'une manière dont mon sommeil ignorant n'avait pas été. Il s'est assis à l'autre bout. Il y avait un coussin entier de distance entre nous. Il a joint les mains sur ses genoux comme un homme joint les mains quand il ne se fait pas confiance. Et j'ai joint les miennes de la même manière. Et pendant un long moment, nous sommes restés ainsi, deux hommes les mains sur les genoux. Et j'ai pensé, il a aussi peur que moi. Et cette pensée, plus que tout ce qui s'était passé dans les 9 dernières heures, m'a stabilisé. Il a dit, on m'a dit que vous ne pouviez pas me sentir. J'ai dit, non monsieur. Il a dit, on m'a dit que je ne pouvais pas vous sentir. J'ai dit, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Il a dit, on m'a dit que c'est pour cela que je ne vous ai pas tué. Il l'a dit platement, sans mise en scène, comme un homme énonce un fait clinique qu'on l'a forcé à porter dans la bouche pendant 1 an. J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, monsieur Sun. Il a dit « Je suis désolé ». Et puis, avec une grande difficulté, comme si les mots étaient arrachés à un endroit qui s'était rouillé, il a dit « Merci de ne pas être mort ». Personne ne m'avait jamais remercié d'être en vie. On m'avait remercié de laver des sols, de rester tard, de ne pas me plaindre, de ne pas poser de questions, de signer des formulaires que je ne savais pas lire. On ne m'avait pas, à ma connaissance, remercié pour le simple fait que mon cœur continuait de battre. Je ne savais pas quoi en faire. J'ai senti mes yeux brûler. J'ai regardé la moquette et j'ai dit, d'une voix que j'ai à peine reconnue, « Je vous en prie ». Il n'a pas ri. Un autre homme aurait peut-être ri pour briser l'étrangeté. Il a seulement hoché la tête, comme si je lui avais remis un document qu'il devait signer, et il a posé le document soigneusement sur une étagère intérieure. Puis il a dit, « Le directeur O vous a fait une offre ». J'ai dit « Oui ». Il a dit « Vous n'êtes pas obligé de l'accepter ». J'ai dit « Je sais ». Il a dit « Je ne vais pas faire semblant devant vous d'aller bien ». J'ai dit « Je ne vous aurais pas cru ». Quelque chose de minuscule s'est passé au coin de sa bouche alors, un mouvement qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui reconnaissait que le sourire existait quelque part dans un pays qu'il n'avait pas visité depuis longtemps. Il a dit « Alors, peut-être que nous pouvons commencer à partir de là ». Nous avons commencé à partir de là. Cette première semaine, je n'ai pas dormi sur sa poitrine à nouveau. Cette première semaine, je ne l'ai pas touché du tout. Le directeur O avait expliqué l'arrangement dans le petit bureau de verre comme s'il expliquait un protocole pharmaceutique, ce qui, dans son esprit, était le cas. Je serais sorti du dortoir du sous-traitant. On me donnerait des papiers propres dans le cadre d'un contrat privé avec le bureau exécutif de Ion Biotech. Je serais désigné sur le système interne comme assistant personnel parce qu'aucun autre titre dans la masse salariale de Ion ne pouvait justifier de manière plausible les heures que j'allais faire. Mon véritable travail, comme l'avait formulé le directeur O avec un haussement sec d'un sourcil argenté, était de rester dans la même pièce que Min Kung-woo autant d'heures par jour que nous pourrions tous deux le supporter, en commençant par 1 heure et en augmentant par palier que le docteur Yoon surveillerait, jusqu'à ce que ces constantes soient suffisamment stables pour que le conseil puisse prétendre, de façon crédible, qu'il revenait au travail. J'ai dit « Et ensuite ?» Le directeur O a dit « Et ensuite, nous verrons ». J'ai compris sans qu'il le dise que « Et ensuite, nous verrons » était la façon qu'avait le directeur O de se laisser toutes les portes ouvertes. Kung-woo a posé ses propres règles le 2e jour, calmement, sans consulter le président. Il a dit « Vous ne travaillerez pas la nuit, vous ne ferez pas le ménage.
Vous ne porterez rien dans ce bâtiment de plus lourd qu'une tasse. Si quelqu'un vous le demande, vous direz mon nom et il s'arrêtera. Vous prendrez 3 repas par jour dans ce bureau avec moi parce que le docteur Yoon dit que je dois manger et que je ne le ferai pas seul. Vous dormirez dans la chambre du 39e étage jusqu'à ce que nous trouvions mieux pour vous, et la porte se verrouillera de l'intérieur et je n'aurai pas de clé. Il a dit tout cela sans me regarder, fixant le milieu indéfini de son bureau, comme on lit une liste qu'on a écrite dans le noir. Quand il a eu fini, il m'a enfin regardé et il a dit « Est-ce que quelque chose là-dedans est inacceptable ?» J'ai dit « Non, monsieur ». Il a dit « Cessez de m'appeler monsieur, je vous prie ». J'ai dit « Je ne sais pas comment vous appeler autrement ». Il a dit « Mon nom est Kungu ». J'ai dit « Oui ». Il a attendu. J'ai dit « Kungu ». Il a fermé les yeux un instant, comme si le son de son propre nom dans la bouche d'une autre personne était une chose à laquelle il devait se préparer. Puis il a ouvert les yeux et il a dit « Merci, Ji-ho ». Voilà comment s'est passée la première semaine. Il travaillait à son bureau. Je m'asseyais à l'autre bout de la longue pièce avec un livre que le docteur Yoon m'avait donné, un poche usé sur un homme qui réparait de vieilles horloges dans un village au bord de la mer, parce qu'elle disait que j'avais besoin de quelque chose pour mes mains qui ne soit pas un balai. Je savais à peine lire. Les mots glissaient sur mes yeux, mais j'ai appris lentement à tourner une page sans bruit. Et il a appris lentement à laisser une autre personne tourner des pages dans sa pièce sans tressaillir. Et à la fin de chaque heure, le docteur Yoon entrait silencieusement, prenait son pouls, notait quelque chose sur sa tablette et repartait sans commentaire. Le 4e jour, elle est restée 1 seconde de plus à la porte et a dit « 84 ». Et il a hoché la tête une fois comme si elle lui avait donné la météo, et j'ai compris plus tard que 84 était un chiffre qu'il n'avait pas porté depuis plus d'1 an. Le 5e jour, le plateau qui était monté pour le déjeuner avait 2 bols au lieu d'1. Et il a mangé la moitié du sien, ce que le docteur Yoon a dit être plus qu'il n'avait mangé d'un seul coup en 14 mois. Le 6e jour, je me suis oublié et j'ai fredonné très doucement une chanson que mon frère chantait quand il était petit. Et j'ai relevé les yeux, horrifié d'avoir fait un son dans cette pièce. Et Kungu me regardait depuis son bureau, pas en colère, seulement immobile, comme un homme regarde un oiseau qui s'est posé sur son rebord de fenêtre et qui pourrait, si on est très prudent, rester. C'est le 7e jour que j'ai commencé à comprendre la forme de ce que nous faisions et pourquoi cela n'allait pas être simple. Parce qu'il ne pouvait pas me sentir, il me regardait à la place avec une attention que la plupart des gens réservent au son. Il s'était entraîné durant sa longue solitude à lire les pièces sans le sens qu'on lui avait appris depuis l'enfance à utiliser. Et maintenant, avec un être humain dans la pièce, dont l'odeur ne lui donnait rien, il me lisait comme un sourd lit sur les lèvres. Il a remarqué que je favorisais mon poignet gauche. Il a remarqué que je mangeais le riz avant les légumes. Il a remarqué que lorsqu'une porte claquait, fort dans le couloir, je me figeais d'une manière particulière, mes épaules grimpaient d'un demi-centimètre vers mes oreilles avant que je me souvienne de les rabaisser. Le 7e jour, il a dit sans préambule « Qui vous a frappé ?» Je n'ai pas répondu, il n'a pas insisté. Il a seulement dit « S'il est en vie, dites-moi son nom quand vous serez prêt ». Et j'ai compris avec un petit choc froid qu'il avait décidé dans le secret de sa tête que ma sécurité était désormais une chose dont il était responsable et que cette décision avait été prise sans ma permission et qu'on ne pouvait plus la défaire. Je ne lui ai pas dit le nom de mon beau-frère, pas ce jour-là. Ce que j'ai fait à la place, c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'enfance. À la fin du 7e jour, lorsque le docteur Yoon était venu et reparti, et que la longue baie vitrée avait pris la couleur d'un fer qui refroidit, et que Kungu était assis sur le canapé, sa cravate desserrée, un verre d'eau qu'il ne buvait pas, j'ai traversé la pièce et je me suis assis sur le canapé, pas à l'autre bout, mais à un coussin de lui. La distance entre nous diminuait de moitié. Il n'a pas bougé, il n'a pas respiré pendant 1 seconde. Et puis il l'a fait très précautionneusement, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, comme le docteur Yoon le lui apprenait. Après un long moment, il a dit « Est-ce que ça va ?» J'ai dit « Oui ». Il a dit « Pour vous, je veux dire ». J'ai dit « Oui ». Il a dit « Ji-ho ».
J'ai dit « Oui », il a dit. Rien d'autre. Nous sommes restés assis ainsi jusqu'à ce que la fenêtre soit complètement noire et que les lumières de la ville montent sous nos pieds comme un second ciel. Et quand je me suis levé pour partir, mes jambes vacillantes d'une manière qui n'avait rien à voir avec la fatigue, il a dit « Bonne nuit, Gio ». Et pour la première fois de ma vie d'adulte, un homme me souhaitait bonne nuit comme s'il s'attendait à ce que j'en ai une. Le monde ne nous a pas laissés tranquilles longtemps. Il ne le fait jamais dans les tours de cette sorte. Le 11e jour, le directeur O a apporté un contrat dans le bureau, dans un dossier en cuir, et il a amené avec lui un jeune homme en costume gris qu'il a présenté comme son neveu, O Junao. Et il a dit, sur le ton d'un homme annonçant un cousin à un mariage, que Junao rejoindrait l'étage de la direction comme stratège junior pendant que le directeur général Min se rétablissait. Kungu, derrière son bureau, n'a pas levé les yeux de la page qu'il lisait. Il a dit « non ». Le directeur O a dit « c'est une décision prise au niveau du conseil ». Kungu a dit « alors le conseil peut la défaire ». Le directeur O a souri de son sourire doux, celui qui avait presque été aimable avec moi dans le bureau de verre, et il a dit « Kungu, vous n'êtes pas en position de refuser ». Kungu a enfin levé les yeux. Il a dit « Président, je suis dans la seule position qui compte, qui est celle où je suis encore en vie. Et tant que c'est vrai, mon bureau n'embauche pas votre famille. » Junao, derrière son oncle, me regardait. Il me regardait depuis qu'il était entré. C'était un bel homme à la manière dont les hommes coûteux sont beaux, polis sur tous les bords, et ses yeux se promenaient, sur moi comme les yeux d'un acheteur se promènent sur une voiture qu'il envisage. Et j'ai senti dans ce regard le premier murmure de quelque chose que je n'avais pas senti dans cette pièce depuis ma première nuit, qui était le sentiment d'être une chose plutôt qu'une personne. J'ai gardé les mains jointes. Je n'ai pas levé les yeux. Kungu, sans relever la tête, a dit « Président, votre neveu fixe mon assistant. Veuillez le corriger ou le faire sortir. » Le sourire du directeur O n'a pas bougé. Il a dit « Bien sûr ». Et il a dit « Junao ». Les yeux de Junao ont glissé ailleurs, mais je les avais vus. Et Kungu, qui ne pouvait pas sentir la peur sur moi, avait vu le demi-centimètre dont mes épaules avaient grimpé. Et quand le directeur O et son neveu sont partis et que la porte s'est refermée derrière eux, Kungu a posé sa page et a dit doucement « Il essaiera encore ». J'ai dit « Je sais », il a dit « Pas tant que je suis dans la pièce ». J'ai dit « Vous ne pouvez pas être dans toutes les pièces ». Il m'a regardé un long moment. Il a dit « Regardez-moi ». Ce fut le début du serment de protection, même si aucun de nous ne l'a appelé ainsi à ce moment-là. Il n'a pas dit « Je vous protégerai », parce qu'il ne se faisait pas encore confiance pour protéger qui que ce soit, et que je ne l'aurais pas cru s'il l'avait dit. Ce qu'il a dit à la place durant les semaines qui ont suivi, chaque fois que le monde se pressait, c'était une seule phrase, répétée sans cérémonie, sur le ton d'un homme qui ferme une porte. « Pas tant que je suis dans la pièce ». Il l'a dit lorsqu'un membre du conseil m'a arrêté dans le couloir et m'a demandé, avec une fausse légèreté, si j'avais déjà envisagé un poste qui impliquait davantage de déplacements. Il l'a dit lorsqu'un photographe avec un badge qu'il n'aurait pas dû avoir est apparu dans le hall et a été escorté dehors avant que je n'ai fini la phrase que le docteur Yoon me posait. Il l'a dit lorsque Junao, testant le périmètre, a apporté un dossier au bureau à une heure où il savait que j'y serais, et a fait en sorte de laisser sa main effleurer la mienne en faisant glisser un document à travers le bureau. Kungu, qui n'avait pas haussé la voix en ma présence depuis que je l'avais rencontré, a levé les yeux de sa chaise et a dit « Monsieur O ». Junao s'est figé. Kungu a dit « Pas tant que je suis dans la pièce ». Et bien que ce ne fût pas crié, la phrase portait le poids d'un cri, et la main de Junao s'est rétractée à son côté comme une main se rétracte d'une porte qui se referme. Il n'est plus revenu sans être convoqué. Le 11e jour est devenu la 3e semaine. La 3e semaine est devenue le 1er mois. J'ai appris la forme de ses journées, et il a appris la forme des miennes. Il buvait du thé, pas du café, parce que le café faisait s'emballer son cœur. Il aimait son riz plus moelleux que la plupart des gens, ce que le docteur Yoon disait être une habitude d'enfance dans la maison de sa grand-mère, et que j'ai commencé, sans qu'on me le demande,
a demandé discrètement à la cuisine en son nom. Il lisait le soir des articles techniques avec un stylo rouge à la main, corrigeant des erreurs dans des notes de bas de page comme d'autres hommes corrigent leurs enfants, patiemment et sans chaleur. Il ne me touchait pas. Il était si attentif à ne pas me toucher que j'ai commencé à remarquer l'effort, comme on remarque une personne qui tient une porte plus longtemps que la courtoisie ne l'exige. Il s'écartait dans l'embrasure. Il posait une tasse sur le bureau à une distance calibrée pour que ma main, en se tendant, ne frôle jamais la sienne. La seule fois où nos doigts se sont touchés, par accident, au-dessus d'une pile de pages, il a inspiré si sèchement que j'ai cru qu'il avait mal et il a dit « Pardon, pardon », comme s'il avait cassé quelque chose. Et j'ai dit « Ce n'est rien ». Et je ne lui ai pas dit que ma main sous le bureau tremblait comme tremble une main qui a été près d'une flamme dont elle ne savait pas, jusqu'à cet instant, qu'elle lui manquait. Nous avons commencé à nous écrire. Je ne sais plus aujourd'hui qui de nous deux a commencé. Je crois que c'était moi. Je lui avais demandé un après-midi ce que signifiait un mot dans son article, et il avait répondu. Et puis il avait pris le stylo rouge et avait écrit la définition en petites lettres soignées dans la marge d'un carnet qu'il a poussé vers moi à travers le bureau. Et lorsque j'ai lu la définition, j'ai écrit en dessous « Merci ». Il a regardé la page. Il m'a regardé. Il a tourné le carnet et il a écrit « Je vous en prie ». Après cela, il y a toujours eu un carnet entre nous. Les jours où la pièce semblait trop pleine de gens qui n'y étaient pas, les jours où parler ressemblait à se tenir sous une lumière trop vive, nous écrivions. Il a écrit « Le riz était bon aujourd'hui ». J'ai écrit « Je leur ai demandé de le rendre plus moelleux ». Il a écrit « J'ai remarqué ». Il a écrit « J'ai été en colère pendant longtemps et je suis fatigué d'être en colère. Est-ce qu'on a le droit de dire ça ?» J'ai écrit « Oui ». J'ai écrit « J'ai un frère de 7 ans plus jeune que moi et il croit que je travaille dans un bureau. Ne lui dites pas que je fais le ménage. » Il a écrit « Je ne le dirai pas ». Il a écrit « Vous ne faites pas le ménage ici ». J'ai écrit « Je sais ». Il a écrit « Merci de m'avoir parlé de lui ». Le carnet s'est rempli. Quand le premier a été plein, il l'a rangé dans un tiroir de son bureau et l'a fermé à clé. Et il m'a tendu la clé. Et il a dit « C'est à vous. Je ne l'ouvrirai pas sans vous. » Et j'ai pris la clé et je l'ai mise dans ma poche. Et pendant 2 jours, je l'ai promenée avec moi comme si c'était une petite chose vivante dont j'étais responsable et qu'il me fallait garder au chaud. C'est dans le 2e mois que la vérité sur mon corps est sortie. Et quand elle est sortie, c'est parce qu'il l'avait méritée, pas parce qu'il l'avait demandé. Le docteur Yoon me prenait du sang 1 fois par semaine, doucement, sans commentaire, parce que les faux suppresseurs avaient fait à mon foie des choses qui méritaient d'être surveillées. Et un jeudi du 2e mois, elle est venue au bureau avec un imprimé à la main et une prudence sur le visage qui nous a tous deux fait nous figer. Elle a dit « Gio, puis-je parler devant lui ?» J'ai regardé Kung-Wu, il était déjà debout. J'ai dit « Oui ». Elle a dit « Votre foie cicatrise, votre fonction rénale est dans la norme. Mais je veux vous dire, parce que je pense que vous devriez le savoir, que vous n'êtes pas anosmique aux odeurs à cause des fausses pilules. Vous étiez anosmique avant elle. C'est congénital. Les pilules ont aggravé les choses, mais elles n'en sont pas la cause. » Elle a marqué une pause. Elle a dit « Et vous n'êtes pas infertile, Gio. On vous a dit que vous l'étiez. Vous ne l'êtes pas. » Les pilules ont supprimé un cycle de chaleur qui était déjà rare et faible dans votre corps. Sans elles, vous aurez des cycles. Ils ne ressembleront pas à ceux des autres oméga. Ils seront plus discrets, mais ils seront réels. Je veux que vous sachiez ceci parce que je pense que vous avez bâti une vie sur l'hypothèse que certaines portes vous étaient fermées et certaines ne le sont pas. Je ne veux ouvrir aucune porte que vous souhaitez voir rester fermée. Je voulais seulement que vous ayez la clé. Je n'ai pas pleuré devant elle. Je n'ai pas pleuré devant lui. Je l'ai remercié. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Je suis resté le front contre la vitre et j'ai regardé mon souffle dessiner un petit cercle chaud et tiède sur la surface froide. Et j'ai pensé à chaque formulaire que j'avais signé, à chaque clinique qui m'avait refoulé, à chaque homme qui m'avait dit « Tu n'es pas un vrai oméga, tu es défectueux, tu n'es rien ».
Et j'ai pensé à mon frère qui m'avait dit une fois, quand il avait 10 ans et moi 17, et que nous dormions par terre dans un établissement de bain parce que nous n'avions nulle part d'autre où aller, que tout irait bien parce qu'il m'aurait toujours, parce que nous serions une famille l'un pour l'autre. Et j'ai pensé à ce que cela signifiait à 31 ans d'apprendre que la forme de ma famille n'était pas, finalement, une porte fermée. Derrière moi, Kung-Wu ne s'est pas approché, il n'a pas parlé. Il a attendu, comme il avait appris à attendre. Et après un long moment, sans me retourner, j'ai dit « Je ne savais pas ». Il a dit « Je sais que vous ne saviez pas ». J'ai dit « J'ai vécu comme une chose que je ne suis pas ». Il a dit « Non ». Il a dit, très doucement, « Vous avez survécu en tant que la chose qu'ils ont dit que vous étiez. Ce n'est pas la même chose. » J'ai pressé la paume de ma main à plat contre la vitre froide. J'ai dit « Kung-Wu ». Il a dit « Oui ». J'ai dit « Si j'avais su, je me serais peut-être permis de désirer des choses. » Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit « Vous pouvez commencer maintenant si vous voulez. » Le conseil a passé à l'attaque. Au 3e mois, le directeur O, qui avait attendu avec la patience d'un homme qui pensait que le temps jouait pour lui, s'était trompé sur une seule chose, qui était la rapidité avec laquelle un homme dont le pouls revenait dans la zone humaine pouvait se rappeler quel avait été son métier. Kung-Wu avait passé l'hiver à reprendre tranquillement le terrain qu'il avait cédé. Il avait renvoyé 2 vice-présidents compromis. Il avait rouvert les dossiers cliniques de l'essai raté et publié par-dessus les hurlements du service juridique un rapport interne complet le nommant comme concepteur et responsable, ce que la presse biotechnologique a relayé tantôt comme une lettre de démission, tantôt comme une résurrection, selon à qui on demandait. Il avait payé personnellement, sans caméra, les frais médicaux des 3 assistants survivants et un dédommagement à la famille de Haoni dont leur avocat avait dit qu'il était plus que ce qu'ils avaient osé demander. Il avait fait tout cela dans une pièce où je m'asseyais à l'autre bout du canapé avec un carnet sur les genoux. Le directeur O a décidé ce 3e mois qu'il avait assez attendu et il a convoqué une réunion du conseil d'urgence à 8 heures du matin un mercredi. Et il est arrivé avec un dossier sur moi. Je savais qu'il y aurait un dossier, je l'avais toujours su. Ce que je ne savais pas, c'était ce qu'il y aurait précisément dedans, parce que le directeur O n'était pas un homme stupide, et qu'un dossier stupide n'aurait pas valu la peine de la pièce. Ce qu'il avait, lorsqu'il l'a étalé sur la longue table de la salle du conseil au 46e étage, c'était une photographie de moi à 21 ans, entrant dans une clinique d'Incheon qui avait été perquisitionnée 2 ans plus tard pour vente de faux suppresseurs, et une photographie de moi à 24 ans, dans une file d'embauche d'un sous-traitant, le mot « bêta » tamponné sur mon formulaire, et une photographie, la plus récente et la plus ruineuse, de moi à 4h12 du matin, endormi sur la poitrine du directeur général, l'uniforme de l'entreprise froissé à la taille. Il a dit, sur le ton d'un homme qui annonce gentiment une mauvaise nouvelle, qu'il regrettait d'avoir à soulever la question, mais que la guérison du directeur général Min, aussi célébrée fût-elle, reposait sur une relation qui ne pouvait, en bonne conscience, être cachée plus longtemps aux actionnaires. Il a dit le mot « relation » comme un petit couteau. Il a dit que l'assistant personnel en question était, hélas, un oméga sans papier qui se trouvait dans le pays avec des documents falsifiés depuis plus d'1 décennie dont le statut de fertilité avait été déformé sur les formulaires de l'entreprise et dont la présence au bureau exécutif était au mieux une responsabilité et au pire un scandale. Il a dit, avec la douceur d'une lame qu'on rengaine, qu'il était sûr que le directeur général conviendrait que l'emploi continu de M. Sun n'était plus dans l'intérêt de l'entreprise et qu'une indemnité de départ généreuse et un retrait discret seraient, pour tout le monde, l'issue la plus aimable. J'étais dans la pièce, Kung-Wu m'avait demandé d'être dans la pièce. Il me l'avait demandé la veille au soir, avec le carnet entre nous, et j'avais écrit « Vous n'êtes pas obligé ». Il avait répondu « Je le suis. J'ai besoin que vous voyiez ce que je ferai ensuite. » Alors j'étais là, dans un costume gris que le tailleur avait apporté au 39e étage, parce que Kung-Wu avait insisté pour que je n'entre pas dans cette pièce vêtue en agent d'entretien ou en assistant.
Et j'étais assis à l'autre bout de la table, à côté du docteur Yoon, et j'ai regardé le directeur Oh étaler les photographies, et j'ai regardé les visages des 12 membres du conseil parcourir une série d'expressions que j'avais vues sur des gens toute ma vie d'adulte, du dégoût poli à la curiosité gênée, jusqu'à l'intérêt doux et avide que les hommes réservent aux scandales impliquant des personnes qu'ils considèrent comme décoratives. J'ai gardé les mains jointes, j'ai gardé le regard à hauteur, j'avais été dressé dans 1000 bureaux de sous-traitants à être une petite forme immobile au bout d'une longue table, et maintenant, pour la première fois, je choisissais cette immobilité, je ne la jouais pas. À côté de moi, la main du docteur Yoon a trouvé mon poignet sous la table et ne l'a pas lâché. Kung-woo s'est levé, il n'a pas haussé la voix, je ne l'avais jamais entendu hausser la voix et il ne l'a pas commencé à ce moment-là. Il a dit « Bah président, merci pour la rigueur de vos dossiers ». Il a marché jusqu'au bout de la table, il a retourné la première photographie, celle où je dormais sur sa poitrine pour que son dos blanc fasse face à la pièce. Il a dit « Cette image n'est pas la preuve d'une relation, c'est la preuve d'un événement médical. Docteur Yoon, voudriez-vous expliquer ?» Elle s'est levée. Elle a expliqué en phrases cliniques répétées seulement le matin même ce qu'était l'anosmie aux odeurs, ce qu'était la nullité d'odeur, à quel point la combinaison était rare et comment, dans le cas particulier de mon corps et du sien, l'absence de signal odorant avait brisé la cascade de choc neuronal qui avait tué Ha-Uni. Elle a expliqué que je n'avais pas été embauché comme compagnon. J'avais été, sans le savoir, pendant 22 heures, un agent d'entretien qui s'était endormi sur un canapé. Elle a expliqué que depuis cette nuit, j'étais employé, ouvertement et au registre, comme la seule personne du pays capable de partager une pièce avec le directeur général Min sans déclencher une réaction létale, et que mon emploi continu n'était pas un scandale, mais une nécessité médicale qui avait, au passage, sauvé l'entreprise du vide de direction que le neveu du directeur O se positionnait pour combler. Elle s'est rassise. La pièce ne respirait plus. Kung-woo a retourné la deuxième photographie. Il a dit « Quant aux papiers de M. Sun, ils sont depuis 3 mois parfaitement en règle dans le cadre d'un contrat signé par ce bureau et déposé auprès des ministères concernés, qui sont au courant des circonstances et n'y ont trouvé aucune raison de s'inquiéter. » Il a retourné la troisième photographie. Il a dit « Quant à son statut d'Oméga, je rappellerai au Conseil que la fausse déclaration sur ses formulaires de sous-traitance a été faite sous la contrainte par un réseau de pharmaciens contrefacteurs, qui ont été depuis dénoncés aux autorités par ce bureau, et que M. Sun n'est pas le criminel dans cette chaîne, mais sa victime de la plus longue durée. » Il a marqué une pause, il a dit « Et quant à sa fertilité, Président, je suis sincèrement curieux de savoir pourquoi vous avez jugé nécessaire d'inclure un détail médical de cette nature dans un dossier d'affaires. La pièce, qui était silencieuse, est devenue un autre genre de silencieuse. Le directeur O a ouvert la bouche. Kung-woo ne l'a pas laissé parler. Il a dit « Président, vous avez pendant 14 mois instrumentalisé ma maladie pour positionner votre neveu comme mon successeur. Vous avez, pendant ce temps, fait 3 tentatives pour pousser un membre de mon foyer à la compromission. Vous avez ce matin essayé d'humilier publiquement un homme qui n'a rien fait à cette entreprise, sinon garder son directeur général en vie, et dont le seul crime dans le dossier que vous avez préparé est qu'il est pauvre, étranger sur le papier, Oméga, Esia à moi. Il a dit le mot à moi de la manière dont un homme signe un document. Il a dit « Le Conseil va maintenant voter votre démission. Vous ne voterez pas. » Il y a eu un silence de la longueur d'un souffle retenu, puis, un par un, les mains se sont levées autour de la table jusqu'à ce que 12 mains soient à lever. Et l'épingle d'argent du directeur O, en forme de feuille de ion, a accroché la lumière au moment où ses épaules, pour la première fois depuis que je l'avais vu, se sont affaissées. Il a dit doucement, à personne en particulier, « Je vois ». Kung-woo a dit, « Vous trouverez la sortie tout seul. » J'ai fixé le grain de la table jusqu'à ce qu'il flotte. La main du docteur Yoon sous la table s'est resserrée sur mon poignet. Nous n'avons pas parlé dans l'ascenseur, nous n'avons pas parlé dans le couloir. Il a ouvert la porte de son bureau de sa propre main et l'a refermée derrière nous. Et puis, pour la première fois, il a traversé la pièce vers moi, au lieu de me laisser traverser vers lui. Et il s'est arrêté à la distance que nous nous étions enseignés l'un l'autre, la largeur d'un coussin, et il a dit « Jiho ». J'ai dit « Kung-woo ». Il a dit «
je ne vous ai pas demandé la permission pour le mot avant de l'utiliser. J'ai dit « je sais ». Il a dit « je ne l'utiliserai plus jamais sans demander ». J'ai dit « je sais ». Il a dit « je le demande maintenant ». Il a dit « puis-je ». Je l'ai regardé. J'ai regardé un homme qui, dans une salle du conseil, avait retourné ma vie comme on retourne une photographie et avait refusé qu'une seule de ses pages soit utilisée contre moi. J'ai regardé un homme dont je voyais le pouls au creux de la gorge battre vite et régulier et humain. J'ai dit « oui ». Il a dit « oui quoi ». J'ai dit « oui Kung-Wu ». « Oui, je suis à toi ». Et il a comblé la distance du coussin et il ne m'a pas attrapé, il n'a pas tiré. Il a seulement, très lentement, levé ses deux mains et les a posées de chaque côté de mon visage, comme un homme soulève une chose qu'il a passé longtemps à apprendre à porter. Et il a appuyé son front contre le mien, et il a respiré, et j'ai respiré, et il n'y avait rien dans l'air entre nous, sinon le souffle, parce qu'il n'y avait jamais rien eu d'autre dans l'air entre nous. Et cette absence, qui avait été l'échec de toute ma vie, est devenue dans cette pièce le seul langage dont nous avions jamais eu besoin. Il ne m'a pas embrassé ce jour-là, il ne m'a pas revendiqué ce jour-là. Il a fait quelque chose à la place auquel j'ai pensé chaque jour depuis, qui était de prendre mes deux mains dans ses deux mains, paume contre paume, et de les tenir levées entre nos poitrines, comme s'il pesait quelque chose. Et puis, sans lâcher, il a reculé jusqu'au canapé. Et il s'est assis et il m'a doucement tiré pour que je m'asseye à côté de lui, pas à l'autre bout, pas à un coussin de distance, mais contre son flanc, mon épaule sous son bras, ma tête, après une longue hésitation, s'inclinant jusqu'à reposer une fois encore contre le sternum d'un homme dont le pouls, sous mon oreille, était la première nuit où je l'avais entendu, redescendu dans la zone des vivants. Il a dit « nous allons faire cela lentement ». J'ai dit « oui ». Il a dit « j'aimerais, si vous me le permettez, construire avec vous une vie qui ne soit pas un événement médical ». J'ai dit « oui ». Il a dit « j'aimerais rencontrer votre frère ». J'ai dit « oui ». Il a dit « j'aimerais que vous me disiez, quand vous serez prêt, le nom de l'homme qui a appris à vos épaules à grimper ». J'ai dit « oui ». Il a dit « Jiho ». J'ai dit « oui ». Il a dit « merci de ne pas être mort ». Et cette fois, la phrase ne sonnait pas comme un fait clinique, elle sonnait comme un serment. Et j'ai dit dans le coton propre de sa chemise « merci d'avoir appris à vivre ». Et son bras autour de mes épaules s'est resserré une fois, comme une porte qui se verrouille de l'intérieur pour la première fois. Un an plus tard, un samedi de printemps, je me tenais dans la cuisine d'une maison à Pyeongchang-dong qui n'appartenait pas à la tour Yon et qui n'avait pas de caméra de surveillance au plafond. Et je faisais tremper du riz pour le dîner dans un bol que mon frère, qui avait maintenant 19 ans et qui était furieusement en première année d'université à Séoul, avait ébréché la semaine précédente en essayant de le laver trop vite. L'éclat ne me dérangeait pas. J'aimais l'éclat. Le bol était toujours un bol. Dehors, par la fenêtre, le magnolia que Kung-Wu avait planté l'automne précédent, un après-midi où il était rentré tôt parce que le docteur Yoon l'avait enfin autorisé à faire des demi-journées, ouvrait ses premières fleurs, pâles, têtues et précoces, comme s'ouvrent les choses qui ont attendu longtemps. Je l'entendais dans la pièce voisine, lisant à voix haute, tout doucement, un poche sur un homme qui réparait de vieilles horloges dans un village au bord de la mer. Il me lisait le soir maintenant, parce que je n'aimais toujours pas tout à fait lire seul et parce qu'il avait découvert, à sa propre surprise, qu'il aimait le son de sa voix quand elle servait à autre chose qu'à dire non dans des salles de conseil. Sur la table entre nous, quand j'apporterai le riz, il y aurait le même carnet usé que nous avions commencé la 3e semaine où je l'avais connu, avec un stylo rouge neuf à côté, et il y aurait, en dessous, une petite boîte enveloppée dans un tissu contenant un pendentif qu'il avait fait fabriquer sans aucune odeur dedans, parce qu'il n'y avait jamais eu d'odeur entre nous, et qu'il voulait, avait-il dit, commémorer ce qui nous avait sauvés plutôt que ce que les autres utilisent. Je n'avais pas encore ouvert la boîte. Il ne me l'avait pas demandé. La boîte, comme la clé du premier carnet dans ma poche, était une chose dont nous savions tous les deux qu'elle existait. Et c'était, pour l'instant, suffisant. Il existe une forme de visibilité qui ressemble, vue de l'intérieur, à de la sécurité. Je ne dors pas ce soir sur un canapé de salle de conférence.
J'ai dormi la nuit dernière dans un lit, la fenêtre ouverte sur le jardin, à côté d'un homme dont la main dans le sommeil trouve le creux de mes reins, comme la main d'un homme trouve une rambarde dans le noir, sans intention, sans nom pour ce qu'elle cherche, seulement parce qu'elle sait maintenant où je suis. Le pouls sous mon oreille est régulier, l'air entre nous ne porte rien et tout. J'ai 32 ans, je suis un oméga masculin et j'ai été revendiqué une fois, dans une cérémonie discrète dans notre propre cuisine avec nos mains enveloppées dans une longueur de tissu blanc que le Dr Yoon avait cousu à la main et sans aucune odeur dans la pièce parce qu'il n'y a jamais eu d'odeur entre nous et la revendication n'a pas été une morsure. C'était une phrase prononcée par lui et répétée par moi. Une phrase que nous avions écrite ensemble dans un carnet il y a longtemps et dont nous avions décidé, le moment venu, qu'elle serait celle-là. Je n'écrirai pas la phrase ici. Certains serments sont pour les cuisines. Certains serments sont pour l'intérieur des portes verrouillées. Celui-ci est le nôtre. Et si, après être resté jusqu'ici, après avoir suivi Jio et Kungu jusqu'au bout de cette pièce, vous sentez monter une envie d'aller plus loin, là où plus rien n'est filtré, là où les voix continuent de murmurer après que la caméra s'est éteinte, notre Patreon vous attend. Le lien est dans la description. Si cette histoire s'est posée doucement contre votre poitrine, comme cette première nuit s'est posée contre la sienne, pensez à vous abonner à la chaîne pour que la prochaine puisse vous trouver aussi. Merci d'avoir été là, à très bientôt dans la prochaine vidéo.